C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, vous écoutez Radio Nour. Voici votre journal en titre. Nous parlerons de l'audience au palais du bord de mer. Ahmad Alami, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, s'est rendu mardi au palais présidentiel pour faire le point de la réforme en cours de cette institution d'intégration régionale qui regroupe 11 États. Vous l'entendrez dans ce journal. Le ministre de la Forêt et de l'Environnement, le professeur Lee White, a autorisé dans une note circulaire l'exploitation et l'exportation du Kevazingo abattu avant le 30 mars 2018, date d'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction d'exploitation et de vente du précieux bois millénaire. La société gabonaise de transport, la Sogatra, en grande difficulté financière, il faut le rappeler, vient de recevoir un précieux don de pièces détachées du constructeur brésilien Marco Polo et un autre constitué de 3 bus provenant de la Régie des transports de Marseille. C'est en France. 70, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est en milliards de nos francs. En sport, Djibril Wanya nous parlera de la première phase du tour préliminaire des compétitions de clubs pour la Confédération africaine de football. Ensuite, Adiza Adamou et Sono et Ida Ibinga nous présenteront successivement les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. Nous démarrons cette édition d'information avec cette audience au palais du bord de mer où le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu Ahmad Alami qui était pour la circonstance accompagné du ministre gabonais des Affaires étrangères Alain Claude Bilé Binze. Les deux personnalités ont présenté au chef de l'État gabonais le rapport de la deuxième réunion des ministres du comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la CEAC qui s'est tenue à Libreville du 25 au 27 juillet dernier. La réunion de Libreville a notamment permis d'adopter des textes de la nouvelle architecture de la CEAC. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être reçu par le président de la République avec le ministre des Affaires étrangères pour lui rendre compte des résultats de la précédente réunion du Conseil des ministres en charge de la réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Des résultats qui étaient complets. Tous les documents relatifs à la réforme ont été adoptés par les ministres, paraphés. J'ai évidemment saisi l'occasion également de remercier son Excellence le Président de la République au nom de la communauté, au nom du secrétariat général, pour le geste qu'il vient de faire à l'endroit de la communauté en lui affectant un local prestigieux situé au centre de la ville et digne de la communauté, et ce qui montre combien le Président de la République accorde de l'importance, combien est son leadership pour l'intégration, le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et la stabilité. Et je suis heureux de retrouver le Président en pleine forme, en bonne santé, et je dirais que le Président est à la barre, qui tient bien le gouvernail, aussi bien du Gabon que de la CAC. Voilà à l'instant le secrétaire général de la CEAC, Ahmad Alami, au sortir de l'audience accordée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au palais du bord de mer. Le ministre de la Forêt, de l'Environnement, le professeur Lee White, a autorisé dans une note circulaire l'exploitation et l'exportation du Kevazingo abattu avant le 30 mars 2018, date d'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction d'exploitation et de vente du précieux bois millénaire. Voici l'extrait de la circulaire. Je cite, « En application du principe de la non-rétroactivité des lois, le bois de Kevazingo régulièrement abattu avant l'entrée en application de la mesure d'interdiction pose par le décret numéro 0099/PR/MFE du 19 mars 2018 peut être exploité et
ou exportés conformément au texte en vigueur, notamment le décret numéro 350/PR/MPERNFM du 7 juin 2016 fixant les conditions d'exploitation du Kevazingo et de l'Ozigo. Fin de citation, indique la note circulaire signée du ministre de la Forêt. Le communiqué daté du 5 août 2019 précise que le ministère de la Forêt exercera des contrôles réguliers de cette essence afin de, je cite encore, vérifier l'antériorité de l'abattage par rapport à la mesure d'interdiction. La société gabonaise de transport La Segatra, en grande difficulté financière, vient de recevoir un précieux don de pièces détachées du constructeur brésilien Marco Polo et un autre constitué de 3 bus provenant de la Régie des transports de Marseille. C'est en France le don de pièces détachées d'une valeur de 100 millions de francs CFA offert au Gabon par le Brésilien Marco Polo qui avait préalablement équipé en bus la compagnie de transport public. Outre le don de pièces détachées, Marco Polo va offrir et subventionner l'arrivée au Gabon de 2 mécaniciens spécialisés dans les produits de la marque de véhicules, un cadeau économique du groupe brésilien qui se joint à celui de la Régie des transports de Marseille avec 3 bus gracieusement offerts au Gabon, des cadeaux dont se félicite le ministre des Transports Justin Doudangoy comme étant le fruit de partenariats noués entre l'étranger pour sauver cette entreprise en restructuration pour le bien-être des Gabonais. 70, c'est le chiffre de notre rédaction. Plus de détails, 70 milliards de recettes douanières au premier trimestre. À l'analyse du tableau de bord des exécutions douanières, on se rend compte que celles-ci ont connu une très belle progression au cours des 3 premiers mois de l'année, ainsi de 53,95 milliards de francs CFA au cours de la même période en 2018. Elles sont passées à 11,1 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse significative de plus de 30%. En sport, à présent, c'est ce week-end que se jouera la première phase du tournoi préliminaire des compétitions de clubs pour la Confédération africaine de football. À Libreville, 2 rencontres sont prévues. D'abord le samedi 10 août, dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football, l'AS Pélican du Gabon reçoit Maniema FC de la République démocratique du Congo au stade Monédon de Siban. Ce sera à 15h30. Et le lendemain, à la même heure, ce sera au tour de Centre Mbélé Sportif, le champion du Gabon, de recevoir Elect Sport du Tchad dans le cadre de la Champions League africaine. C'est pour préparer cette entrée en lice que les 2 représentants gabonais se sont affrontés en match amical. Après une opposition qui s'est soldée par un score nul de 2 buts partout, la deuxième a plutôt permis aux acteurs de se rassurer. Écoutons le gardien international gabonais de l'AS Pélican, Donald Nzé, et l'entraîneur adjoint du CMS au micro de Djibril Wanya. Suivez là-bas, suivez les gars, suivez. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Ok. Coach, vous venez de jouer une série de matchs amicaux pour préparer la compétition. Moi, c'est lui. Bien, on ne peut pas dire que le groupe est prêt parce que le seul match test qu'on a eu, c'est contre Pélican. Je crois que, bon, on fait avec, à défaut de ce qu'on a. Sinon, le groupe, l'ossature n'est pas au grand complet. On fait avec les enfants du centre. Donc, je crois que c'est un peu ça. Les enfants du centre ont un handicap. On sait que souvent, le centre a payé. Oui, on joue là quand même une compétition africaine. Donc, les enfants du centre, je crois que sur le plan local, d'accord, mais là, on joue une compétition continentale. Je crois qu'il y a de quoi revoir l'effectif. Il y a Manimé qui n'est pas là. On a vu aussi que le Devoirien est parti. Est-ce que c'est des véritables handicaps? Oui, surtout l'Ivoirien. Moi, je pense que c'est un atout. Parce que c'est un élément vraiment qui avait de l'expérience. Donc, je crois, bon, comparativement à Manimé, bon, tout ce monde-là, oui, on aurait souhaité que le petit Manimé soit là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le nom du coach? Nganchua Célestin.
Oui, Donald Nzé, vous venez de jouer une série de matchs amicaux contre la formation de CMS, mais que surtout le match de samedi pointe à l'horizon et c'est un adversaire quand même assez coriace. Bon, oui, l'objectif pointe à l'horizon, oui. Mais ce qui est bien encore, c'est que cet après-midi, nous avons démontré de quoi nous étions capables. Et ce qui est bien parce que nous retrouvons nos automatismes. Comment avez-vous jugé l'adversaire et comment voyez-vous votre groupe? À ce moment, nous sommes dans une phase d'élimination directe. Ce qui serait le mieux, c'est de sortir de ce match, le match de week-end avec les 3 points. Sans exception, il va falloir qu'on puisse avoir les 3 points le week-end. La formation d'AS Pélican joue sa première Coupe d'Afrique. Vous, en tant que capitaine, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, moi, en tant que capitaine, en tant que joueur, ça me fait vraiment plaisir. En tant que joueur et capitaine, de jouer une phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs. L'équipe, le groupe se porte bien. Donald Nzé, international gabonais. Est-ce que ce n'est pas une opportunité d'être sur les projecteurs? Si, c'est une opportunité d'être dans les projecteurs. Du moment qu'on nous avons vu dans les journaux la signature du nouveau sélectionneur. Et pour moi, c'est une opportunité encore de retrouver le groupe de l'équipe nationale. Voilà à l'instant notre consultant sportif Djibril Wanya, à qui nous disons merci pour ses propos recueillis. On fait le tour du monde musulman avec Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque le mandat d'arrêt international de la Tunisie à l'endroit de Khaled Nezer, ex-ministre de la Défense. Puis au Mali, on parle de cette cessation des hostilités qui ont été signées et on clôture avec le musée islamique d'Australie. On ouvre la page musulmane du jour en Algérie avec un mandat d'arrêt contre Khaled Nezer. En Algérie, de nouveaux coups de théâtre dans la crise politique. La télévision nationale a annoncé en milieu de journée qu'un mandat d'arrêt international avait été lancé contre l'ancien chef d'état-major et ancien ministre de la Défense, Khaled Nezer. Il est poursuivi par le tribunal militaire pour complot et atteinte à l'ordre public. C'est le troisième haut responsable sécuritaire à être poursuivi pour les mêmes chefs d'inculpation. Khaled Nezer avait été convoqué par le tribunal militaire au mois de mai dernier dans le cadre de l'enquête sur Saïd Bouteflika. L'audition concernait entre autres plusieurs échanges que l'ancien ministre de la Défense avait eus avec le frère du président. À l'époque, Maël, il était ressorti libre. On poursuit l'actualité musulmane au Mali où des cessations des hostilités ont été signées par des groupes armés de chacune de ces communautés. Plus de détails avec Christelle Pire, notre consoeur de France 24. Cesser les attaques contre les civils et les vols de bétail ou encore ne pas entraver l'aide humanitaire. Voilà ce que contiennent ces 3 accords très locaux signés par des représentants des différentes communautés et par certains chefs de groupes armés, Peul ou de chasseurs. Alors c'est bien sûr un signe encourageant. Cela montre que les différentes communautés acceptent de se parler alors que la méfiance règne dans le centre du Mali. Il faut se rendre compte, il a fallu 10 mois de négociations pour signer l'accord de Djenné. Celui de Baye a été signé dans le même cercle où s'est déroulé le massacre d'Ogossagou-Peul en mars dernier. Mais ces accords ont aussi leurs limites. Tout d'abord du côté des signataires. Tous les groupes armés, notamment les groupes djihadistes, n'en font pas forcément partie. Et puis, est-ce que ces accords vont durer? L'année dernière, la milice de chasseurs d'Adanan Bassagou avait signé un cessez-le-feu qui n'a jamais vraiment été respecté. Et puis surtout, le centre du Mali a besoin d'actions fortes du gouvernement pour qu'il y ait une véritable réconciliation, comme le retour des forces de défense et de sécurité sur tout le territoire malien. Il faut également que les auteurs des crimes soient jugés ou encore que tous les groupes soient désarmés. Merci Christelle pour ce compte rendu et on clôture la page musulmane du jour avec le musée islamique d'Australie qui gagne sur tous les fronts. Il attire un large public et réduit les préjugés islamophobes. En effet, après une gestation longue de 4 ans, le premier musée islamique d'Australie a émergé dans le paysage urbain de Melbourne en 2014. Pour la grande joie de ses promoteurs qui, malgré certains atermoiements politiques co-administratifs, s'étaient fermement accrochés à leur rêve de le voir un jour sortir de terre et aujourd'hui, l'heureux président du musée islamique qui depuis son bureau se félicite de battre des records de fréquentation a accueilli avec bonheur la proposition de Trobe University. Voilà donc, chers auditeurs, l'actualité musulmane de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à vendredi, Inch'Allah. Nagode, Adiza Adamou et Sounou de Njolé, place à présent la page internationale avec Ida Ibinga. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale.
En Afrique, on parle d'économie politique ivoirienne. Ouattara parle à la veille de la fête nationale. Ensuite, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés inquiet du nouveau décret italien visant les navires humanitaires. Enfin, au Venezuela, on parle des alliés de Guaido, appellent à intensifier la pression sur le régime Maduro. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale pour parler économie politique ivoirienne. Ouattara parle à la veille de la fête nationale. En Côte d'Ivoire, c'est le jour de fête nationale, le mercredi 7 août. Le pays célèbre le 59e anniversaire de son indépendance. Notons que les festivités et le défilé militaire ont lieu ce matin dans la commune de Treichville, Abidjan. Hier encore, le président Alassane Ouattara a pris la parole pour s'adresser aux citoyens, mais contrairement à l'année précédente, ce n'était pas une allocution, mais plutôt un entretien avec un journaliste. Retenons que le chef de l'État a pu s'exprimer sur tous les sujets qui animent le pays et notamment sur la situation politique en Côte d'Ivoire, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. L'actualité, c'est aussi le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui s'est dit inquiet mardi à la suite de l'adoption par le Parlement italien d'une loi plus répressive contre les ONG qui sauvent les migrants en Méditerranée. Une décision inquiétante, rappelons tout de même que le texte adopté par la Chambre des députés et le Sénat par 160 voix contre 57 accorde au ministre de l'Intérieur Matteo Salvini des pouvoirs élargis pour interdire les eaux territoriales aux navires ayant secouru des migrants, confisquer les bateaux des ONG et imposer leurs commandants à des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros contre 50 000 euros auparavant. Retenons tout simplement que cette loi doit être encore ratifiée par le président italien Sergio Mattarella. Je vous propose d'écouter cet élément sonore. Après l'adoption par le Parlement italien d'une loi plus répressive contre les navires humanitaires en Méditerranée, la réaction de l'ONU ne s'est pas fait attendre. Le Haut Commissariat aux réfugiés s'est dit inquiet de cette nouvelle législation. Les ONG jouent un rôle inestimable dans le sauvetage des réfugiés et des migrants qui tentent la dangereuse traversée de la mer pour rejoindre l'Europe. Leur engagement et l'humanité qui les motivent ne doivent pas être criminalisés ni stigmatisés. Devant le Sénat, les manifestants ont dénoncé cette nouvelle loi. Une décision qui intervient 2 jours après le lancement d'une nouvelle opération de sauvetage. Parti de Marseille, l'Océan Viking se dirige au large de la Libye pour venir au secours des nombreux migrants qui tentent cette dangereuse traversée. On dit merci à notre confrère de Micron 24 pour ce reportage. On refait notre actualité internationale au Venezuela pour parler des alliés de Guaido qui appellent à intensifier la pression sur le régime de Maduro. Le Pérou a lancé un appel à la solidarité internationale mardi 6 août dernier en clôture de la conférence pour la démocratie au Venezuela qui a réuni une 60aine de pays et organismes internationaux. Je cite, « Le moment des décisions est arrivé », a insisté le ministre péruvien des Affaires étrangères. Pour Nestor Popolisio, je cite, « L'indifférence de la communauté internationale n'est plus une option ». Fin de citation, il a défendu la nécessité d'augmenter la pression sur le régime de Nicolas Maduro. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Dibouti Ida Ibinga pour ce tour du monde de l'actualité et la coordination de cette édition d'information. Akiba Aminsa Paturel pour la réalisation et la mise en onde. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur nos sites en ligne Facebook et YouTube. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Radio Nour, il est 16h.